Pendant toute une semaine, je n'ai pas réussi à joindre mes parents. Alors, pris d'une inquiétude grandissante, j'ai décidé de reprendre la route pour leur rendre visite. Quand je suis arrivé, la porte d'entrée était entr'ouverte et l'intérieur de la maison était dans un chaos total, comme si une tempête l'avait ravagé. Tremblant, j'étais sur le point de partir quand j'ai soudain entendu une respiration laborieuse et des sanglots étouffés provenant de l'armoire. En ouvrant la porte, mon petit-neveu s'est effondré dans mes bras, épuisé. Il n'a pas dit un mot, mais son silence dévoilait une vérité horrifiante que je n'avais jamais osé imaginer. Bonjour, je m'appelle Julien Moreau. J'ai 29 ans et je gère actuellement un petit hôtel animé à Marseille, cette ville méditerranéenne de lumière et de rêves éphémères. De l'extérieur, ma vie semble stable, un bon travail, un appartement bien tenu et un emploi du temps chargé qui m'empêche de trop réfléchir. Mais si vous me demandez de parler de ma famille, de mes souvenirs de Valréas, ce petit village du Vaucluse où j'ai grandi, vous entendrez une histoire différente. Une histoire remplie de fissures, de douleurs persistantes et d'un amour que je peine à exprimer. Je suis né et j'ai grandi à Valréas, un petit bourg niché entre les collines de Provence où tout le monde se connaît et où la vie avance à un rythme lent, presque immuable. Mon père, Henri, et ma mère, Claire, étaient des gens typiques du village. Travailleurs, simples et mettant toujours la famille en premier. Ils tenaient une petite épicerie sur la rue principale, où, enfant, je m'habituais à me tenir derrière le comptoir pour mettre les courses dans des sacs ou ranger des boîtes de conserve sur les étagères. C'était un commerce modeste, usé par le temps, avec une enseigne en bois délavé et cette odeur de pain frais, mélangée au parfum moisi du plancher ancien. J'aimais cet endroit, non pas parce qu'il était spécial, mais parce que c'était tout mon univers à l'époque. Notre maison familiale se trouvait à quelques rues de l'épicerie. Une bâtisse à 2 étages avec une cour envahie de mauvaises herbes et un vieux chêne que j'escaladais chaque été. C'est là que j'ai grandi, que j'ai appris à faire mes lacets, que j'ai entendu les berceuses de ma mère et que j'ai vu à la fois les sourires et les larmes de mes parents. Mais si vous pensez que nous étions une famille parfaitement heureuse, vous vous trompez. Malgré des moments de chaleur, notre famille était toujours dominée par une présence écrasante. L'ombre nommée Mathis, mon frère cadet. Mathis avait 5 ans de moins que moi. Mais dès son plus jeune âge, il était le centre d'attention de notre foyer. Ma mère l'appelait son « petit prince », avec ses cheveux bouclés et ses yeux pétillants. Mathis avait un sourire capable de faire fondre n'importe qui, et mes parents, surtout ma mère, ne pouvaient pas lui résister. Ils le gâtaient, lui donnant tout ce qu'il voulait. Des jouets neufs, de beaux vêtements, ou le pardon pour ses bêtises. Pendant ce temps, en tant que fils aîné, on attendait de moi que je sois mature et responsable, tandis que Mathis pouvait vivre sans souci, comme si ses erreurs n'étaient que des farces innocentes. Je ne reproche rien à mes parents. Je sais qu'ils nous aimaient tous les deux, simplement de manière différente. Je me souviens des soirées à l'épicerie où je restais pour nettoyer pendant que Mathis partait manger une glace avec maman. Ou des fois où je me faisais gronder pour avoir cassé un verre alors que Mathis pouvait renverser un plateau entier de pâtisserie et n'avoir droit qu'à une tape affectueuse sur la tête. Ces petites choses accumulées au fil des années ont fait que Mathis et moi avons grandi comme 2 lignes parallèles, vivant sous le même toit, mais ne se rejoignant jamais vraiment. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté Valréas pour étudier à Marseille. Pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir respirer, de vivre pour moi-même. J'ai étudié la gestion hôtelière, décroché un bon poste dans un hôtel, et j'ai lentement construit une nouvelle vie. Mais chaque fois que je retournais à Valréas, je sentais une lourdeur dans l'air. Mathis, désormais adolescent, changeait. Le sourire angélique de son enfance était maintenant teinté de défiance et d'insouciance. Il a commencé à sécher les cours, à traîner avec de mauvaises fréquentations. Puis, comme une tempête inévitable, il s'est laissé happer par les jeux d'argent. Les jeux d'argent en France ne sont pas rares. Il y a des PMU partout, des machines à sous dans les bars tabac et bien sûr les grands casinos. Mais pour Mathis, ce n'était pas qu'un passe-temps. C'était une addiction. Je me souviens de la première fois où ma mère m'a appelé, la voix tremblante, pour me dire que Mathis avait volé de l'argent dans la caisse de l'épicerie pour jouer. Je suis rentré en voiture ce soir-là pour trouver mon père assis silencieusement dans son fauteuil et ma mère en sanglots dans la cuisine. Mathis, lui, a simplement haussé les épaules en disant « Je rembourserai, c'est pas grave ». Mais je savais qu'il ne le ferait pas. Il ne l'a jamais fait. Les dettes s'accumulaient et Mathis s'enfonçait de plus en plus. Il a épousé une femme nommée Chloé, quelqu'un dont je pensais qu'elle pourrait le sortir de l'abîme. Mais leur mariage a duré moins de 2 ans,
Chloé est partie, laissant Mathis seul avec leur jeune fils Lucas, qui n'avait que 3 ans à l'époque. Au lieu d'assumer la responsabilité de s'occuper de son fils, Mathis l'a abandonné, laissant Lucas chez mes parents, tandis qu'il dérivait comme une bourrasque de vent, se montrant de temps en temps pour réclamer de l'argent, causer des ennuis, puis disparaître à nouveau. Lucas, maintenant âgé de 6 ans, est la seule chose qui apporte encore un peu de lumière à notre famille. Chaque fois que je visite Valréas, je passe du temps avec lui racontant des histoires, ou simplement assis ensemble sur le perron, regardant les voitures passer. Lucas a les yeux de Mathis quand il était jeune, mais bien plus innocent et pur. Il m'appelle Tonton Jules et me serre fort dans ses bras chaque fois que je m'apprête à partir. Mais même Lucas ne peut effacer la distance grandissante entre moi et mes parents. Notre relation s'est fracturée depuis longtemps. Ce n'est pas que je ne les aime pas, je les aime profondément. Mais leur favoritisme envers Mathis et les fardeaux qu'il m'imposait chaque fois qu'il faisait une bêtise m'ont épuisé. Chaque fois que ma mère appelait, je me préparais à un nouveau récit sur Mathis, sur ses dettes, ses problèmes. Et chaque fois, je me sentais vidé et impuissant. Le mois dernier, ma mère a appelé plus fréquemment que d'habitude. Sa voix était faible, emplie d'inquiétude. « Mathis est revenu », disait-elle. « Il exige de l'argent et il a amené des types étranges avec lui. Je ne sais pas quoi faire. » Je lui ai dit d'appeler la police si Mathis causait des problèmes, mais elle a juste soupiré. « C'est mon fils, je ne peux pas faire ça. » J'ai raccroché, le cœur lourd. Je savais qu'elle ne ferait rien. Elle ne l'a jamais fait. J'ai pensé retourner à Valréas, affronter Mathis, ou même ramener Lucas vivre avec moi à Marseille. Mais le travail m'a emporté, et je me suis dit que tout irait bien, que mes parents pourraient le gérer. J'avais tort. Terriblement tort. Ces dernières semaines, un sentiment d'inquiétude s'est glissé dans mon cœur, comme un vent froid soufflant à travers les chaudes journées d'été à Marseille. Tout a commencé avec des appels sans réponse. J'ai appelé ma mère, puis mon père, mais je n'obtenais qu'une sonnerie interminable, comme si le son résonnait dans un vide. J'ai envoyé des SMS, l'un après l'autre, avec des questions simples. « Maman, ça va ? Papa, qu'est-ce que tu fais ? Comment va Lucas ?» Mais l'écran de mon téléphone restait silencieux. Pas une seule réponse. Au début, je me suis rassuré en me disant que peut-être mes parents étaient occupés, peut-être à l'épicerie, ou peut-être que leur téléphone était déchargé. Mais alors que le 3e jour passait, puis le 5e, cette inquiétude n'était plus une brise passagère. Elle s'était transformée en tempête rugissant dans ma poitrine. J'ai essayé de ne pas trop réfléchir, mais chaque nuit, alors que les lumières de Marseille scintillaient par ma fenêtre, je me retrouvais à serrer mon téléphone, à faire défiler les messages sans réponse, le cœur lourd. Je pensais à mon père avec sa silhouette grande et mince, et ses yeux toujours remplis d'une fatigue silencieuse, mais d'une patience inébranlable. Je pensais à ma mère avec son sourire doux, mais une voix de plus en plus faible chaque fois qu'elle mentionnait Mathis. Et puis je pensais à Lucas, ce petit garçon de 6 ans aux grands yeux ronds, probablement assis quelque part dans cette maison de Valréas, serrant son ours en peluche usé. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que mes parents vont bien ? Les appels de ma mère au sujet des perturbations incessantes de Mathis, se présentant avec des inconnus, m'avaient laissé avec un sentiment d'angoisse. Mathis ne demandait plus simplement de l'argent. Il avait changé, devenant plus agressif, plus imprudent. Maman m'avait dit qu'il se présentait à des heures étranges, parfois au milieu de la nuit, frappant à la porte, hurlant pour de l'argent, afin de payer ses dettes. Une fois, elle a dit qu'il avait même menacé de faire un scandale, s'il ne se pliait pas à ses exigences. Je voulais foncer à Valréas immédiatement, attraper Mathis par le col et lui crier qu'il n'avait aucun droit de tourmenter nos parents comme ça. Mais je me suis retenu, me disant que je ne pouvais pas continuer à nettoyer les dégâts de mon frère pour toujours. J'avais tort. Ma plus grande erreur a été de penser que je pouvais rester à l'écart, que je pouvais laisser mes parents affronter seuls la tempête nommée Mathis. Au 7e jour, sans aucune réponse de mes parents, un appel d'un numéro inconnu a fait bondir mon cœur. C'était Madame Rousseau, la voisine qui habitait en face de l'épicerie de mes parents. Sa voix était affolée, empreinte d'inquiétude. « Julien, il faut que je te dise quelque chose. L'épicerie de tes parents est fermée depuis toute la semaine. Personne ne les a vus. J'ai essayé d'appeler, mais personne ne décroche. Quelque chose ne va pas, Julien. » J'ai senti le sang dans mes veines se transformer en glace. L'épicerie, l'endroit dans lequel mes parents avaient investi toute leur vie, n'avait jamais été fermé plus de 2 jours, sauf pendant les grandes fêtes. Qu'elle soit close pendant toute une semaine était inimaginable. J'ai raccroché,
les mains tremblantes, essayant de rassembler mes pensées. Peut-être mes parents étaient-ils malades. Peut-être étaient-ils partis en voyage. Mais au fond de moi, je savais que c'était juste des excuses pour me rassurer. Mathis, avait-il fait quelque chose? Avait-il poussé mes parents dans une situation dont ils ne pouvaient pas s'échapper? Je ne pouvais plus rester assis. Ce soir-là, j'ai appelé mon patron et demandé un congé d'urgence. « Je dois rentrer chez moi, c'est urgent », ai-je dit, la voix étranglée, sans trop expliquer. Mon patron, un homme gentil mais perpétuellement occupé, a simplement hoché la tête au téléphone et m'a dit de faire attention. J'ai emballé quelques vêtements, les ai jetés dans un petit sac, et avant de quitter mon appartement, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre où les lumières de Marseille scintillaient encore, inconsciente de la tempête qui faisait rage en moi. Un trajet de 7 heures de Marseille à Valréas m'attendait, et je savais que ce voyage n'était pas seulement pour retrouver mes parents. C'était pour affronter tout ce que j'avais évité pendant des années. Je me souvenais des après-midi derrière le comptoir de l'épicerie, quand papa m'apprenait à compter la monnaie pour les clients, ou quand maman glissait un bonbon à la menthe de l'étagère dans ma main. Je me souvenais de l'odeur du vieux plancher en bois, du tintement de la clochette quand les clients entraient, et des fois où Mathis et moi, enfants, jouions à cache-cache entre les allées, riant jusqu'à ce que maman fasse semblant de nous gronder. Mais ces souvenirs, aussi chaleureux soient-ils, ne pouvaient apaiser l'angoisse qui m'étouffait. Chaque fois que la voiture passait à travers un tronçon de route sombre, je voyais l'image de Mathis. Pas le Mathis d'autrefois, mais le Mathis d'aujourd'hui, avec des yeux froids, une voix dure, et les menaces que maman avait décrites. Je me demandais ce qui s'était passé dans cette maison. Mes parents allaient-ils vraiment bien? Ou est-ce que quelque chose de bien pire m'attendait à Valréas? À chaque kilomètre, ma peur grandissait comme une pierre pesant de plus en plus lourd sur mon cœur. J'ai allumé la radio, essayant de trouver une chanson pour couvrir le silence, mais aucune mélodie ne pouvait dominer le murmure dans ma tête. « Julien, tu les as abandonnés trop longtemps. » J'ai appuyé sur l'accélérateur, la voiture fonçant vers Valréas, vers la maison qui renfermait à la fois mon enfance et mes blessures. Le trajet de 7 heures a semblé durer une éternité. Quand le panneau de bienvenue du village est apparu, ma poitrine s'est serrée comme si elle était comprimée. Le village avait l'air identique, avec ses rues familières et ses maisons qui apparaissaient sous le clair de lune. Mais quelque chose n'allait pas, comme si l'air portait un avertissement. Je me suis dirigé directement vers l'épicerie de mes parents, un endroit que j'avais toujours pensé être éclairé, rempli de rire. Mais quand je me suis garé devant, je pouvais à peine en croire mes yeux. L'épicerie était complètement fermée. L'enseigne en bois portant l'inscription « Épicerie Moreau » pendait toujours là, mais elle était délavée et penchée, comme si elle aussi était fatiguée d'avoir été témoin de ce qui s'était passé. À travers la vitrine, je ne voyais que l'obscurité. Pas de lumière, aucun signe de vie. Les étagères que j'avais l'habitude de ranger soigneusement étaient maintenant englouties par les ombres. Mon cœur s'est emballé, et j'ai dû prendre de grandes respirations pour ne pas paniquer. Mes parents ne fermeraient jamais l'épicerie aussi longtemps. Jamais. À moins que... Je n'osais pas finir la pensée. J'ai redémarré la voiture et me suis dirigé vers leur maison, à quelques rues de là. La route familière qui autrefois me menait à travers des journées d'été insouciantes semblait maintenant interminable. Chaque coin de rue, chaque vieux chêne réveillait des souvenirs. Mathis et moi courant partout. Maman nous appelant pour le dîner depuis le perron. Papa lisant le journal dans son fauteuil. Mais maintenant, ces souvenirs ne faisaient qu'approfondir mon malaise. Je ne savais pas ce que j'étais sur le point d'affronter, mais un mauvais pressentiment s'accrochait à moi comme une ombre que je ne pouvais pas secouer. Quand je me suis garé devant la maison familiale à 2 étages, mon cœur a semblé s'arrêter. La maison était plongée dans l'obscurité. Pas une seule lumière aux fenêtres, aucun bruit. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un était parti précipitamment. Je suis sorti de la voiture, mes jambes lourdes comme du plomb, chaque pas me donnant l'impression de me diriger vers un gouffre. J'ai appelé « Papa, maman, Lucas !» Mais seul le vent a répondu, froid et sans vie. J'ai poussé la porte et suis entré, et la vue devant moi m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. La maison, autrefois remplie de rire, de l'odeur des cookies fraîchement sortis du four de maman et des histoires babillées de Lucas, était maintenant un champ de ruines. Les meubles du salon étaient renversés comme balayés par une tempête. Les portes des placards de la cuisine pendaient ouvertes. Des assiettes étaient éparpillées sur le sol. Certaines tasses brisées en fragments tranchants. Une longue fissure traversait le mur comme si quelque chose avait été projeté contre lui.
Une chaise en bois, celle que papa avait fièrement construite lui-même, gisait cassée, une patte manquante. Tout criait le chaos, comme si la maison avait été témoin d'une bataille. Je me suis tenu là dans le salon, sentant le sang dans mes veines se transformer en glace. « Papa! Maman !» ai-je appelé à nouveau, ma voix. Mais l'épais silence m'a enveloppé comme une lourde couverture pressant sur ma poitrine. J'ai avancé, trébuchant sur une cuillère posée sur le sol. Chaque pas ressemblait à un couteau se tordant dans mon cœur, parce que je savais que personne ne laisserait la maison dans cet état par accident. Pas papa, qui gardait toujours tout en ordre. Pas maman, qui polissait les sols jusqu'à ce qu'ils brillent. Et certainement pas Lucas, ce petit garçon prudent qui chérissait tout autour de lui. J'ai essayé de rassembler mes pensées, de trouver une explication rationnelle. Peut-être avait-il été cambriolé. Peut-être avait-il fui dans la panique. Ou peut-être que quelque chose leur était arrivé. Quelque chose que je n'osais pas imaginer. J'ai secoué la tête, essayant de chasser cette pensée. Je devais trouver mes parents, trouver Lucas. J'ai sorti mon téléphone, prêt à appeler la police. Mais à ce moment-là, un son faible est venu du fond du couloir, de la chambre de mes parents. Une respiration tremblante, laborieuse, mélangée à des sanglots doux et étouffés, comme un petit animal essayant de se cacher. Mon cœur battait la chamade, le sang affluant à mes oreilles. Je me suis figé, écoutant, essayant de déterminer si je l'avais imaginé. Mais ensuite, le son est revenu, plus clair, plus désespéré. Je me suis dirigé vers la chambre, mes jambes tremblant. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte, et alors que je la poussais, une odeur de moisi et un silence froid m'ont frappé. Le lit de mes parents était intact, mais les couvertures étaient en désordre, comme si quelqu'un s'y était allongé et était parti précipitamment. J'ai appelé Lucas, ma voix se brisant. « Lucas, c'est toi? Où es-tu » Pas de réponse, seulement la respiration laborieuse maintenant plus claire, venant du coin de la pièce. J'ai suivi le son, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait éclater. La respiration me menait à la vieille armoire, dont la porte était légèrement ouverte. Ma main tremblait alors que je tendais la main vers la poignée, la sueur perlant sur mon front. J'ai pris une grande respiration, essayant de me calmer, mais la peur s'accrochait à moi sans relâche. J'ai murmuré comme pour me rassurer. « Ça va aller, Julien, ouvre juste la porte. » Mais, au fond de moi, je savais que rien n'allait. La porte de l'armoire a grincé brusquement, alors que je la tirais. Le bruit traversant le silence de la pièce. L'obscurité à l'intérieur avalait la faible lumière venant du couloir. Mais alors, au milieu de l'enchevêtrement de vêtements suspendus et de l'odeur de moisi du vieux bois, j'ai vu une petite silhouette recroquevillée dans le coin. Mes yeux ont peiné à s'adapter, et quand la lumière est finalement tombée dessus, je me suis figé. C'était Lucas, mon neveu de 6 ans, avec ses yeux clairs que j'avais toujours chéris. Mais maintenant, il n'était plus le Lucas que je connaissais. Il était assis, recroquevillé, serrant son ours en peluche déchiré, celui que ma mère lui avait donné quand il était bébé. Ses vêtements étaient froissés et sales, comme s'il les portait depuis une semaine. Ses cheveux étaient emmêlés, collés à son front, et son visage était émacié et pâle, comme si la faim avait drainé la vie de lui. Mais ce qui a brisé mon cœur, c'était ses yeux. Rouges, grands ouverts, brillants d'une peur que je n'avais jamais vue chez un enfant. Il ne pleurait pas bruyamment, juste des sanglots doux et étouffés, comme s'il avait tellement pleuré qu'il n'avait plus de force. « Lucas » ai-je appelé, ma voix se brisant, à peine reconnaissable pour moi-même. Je me suis agenouillé, tendant la main pour le toucher, mais il a tressailli, se recroquevillant plus profondément dans le coin, comme si j'étais une menace. L'ours en peluche était serré si fort que je craignais qu'il ne se déchire. « Lucas, c'est tonton Jules. Tu es en sécurité maintenant ?» ai-je dit, ma voix tremblante, essayant de rester calme, même si mon cœur criait. Mais Lucas n'a pas répondu. Il m'a juste regardé, ses yeux paniqués, cherchant quelque chose à quoi se fier, quelque chose à retenir. Lentement, j'ai tendu la main à nouveau, touchant doucement son épaule. Cette fois, il ne s'est pas éloigné, mais son corps tremblait violemment comme une feuille sèche dans un vent froid. « Bonhomme, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont mamie et papy ?» ai-je demandé, ma voix s'étranglant, luttant contre les larmes. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre pourquoi la maison était en ruine, pourquoi mes parents n'étaient pas là, et pourquoi Lucas se cachait dans une armoire comme un animal blessé. Mais Lucas n'a rien dit. Il a juste fixé, ses yeux rouges grands ouverts. Et puis, comme si son dernier peu de force s'était épuisé,
Il s'est effondré dans mes bras. Son petit corps semblait sans poids, si frêle que j'avais peur qu'un câlin serré ne le brise. Je l'ai tenu contre moi, sentant ses respirations rapides contre mon épaule. Et à ce moment-là, une douleur plus profonde que tout ce que j'avais jamais connu m'a submergé. Ce garçon, mon neveu bien-aimé, avait enduré quelque chose d'horrible. Et moi, celui qui aurait dû le protéger, je n'avais pas été là quand il avait le plus besoin de moi. J'ai soulevé Lucas, son corps mou dans mes bras. « Ça va aller. Je suis là maintenant », ai-je murmuré, ne sachant pas si je le réconfortais ou si c'était pour moi. J'ai balayé la pièce du regard, espérant tout signe de mes parents. Une note, un indice, n'importe quoi. Mais il n'y avait que le silence et le chaos. La maison, autrefois mon sanctuaire, ressemblait maintenant à un champ de bataille abandonné. Je ne pouvais pas rester plus longtemps. Lucas avait besoin d'aide et je devais le sortir de cet endroit. Je l'ai porté jusqu'à la voiture, l'ai allongé sur le siège arrière et l'ai enveloppé dans une fine couverture que j'ai trouvée sur le canapé. Ses yeux étaient fermés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant faiblement comme s'il s'accrochait à la vie. J'ai sauté sur le siège du conducteur, démarré la voiture et foncé vers l'hôpital le plus proche, mon cœur battant comme s'il allait éclater. Les 10 minutes de trajet jusqu'à l'hôpital ont semblé durer un siècle. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à Lucas dans le rétroviseur, terrifié qu'il ne glisse complètement. « Tiens bon, bonhomme », ai-je murmuré, ma voix se brisant. « Je ne laisserai rien t'arriver. » Mais dans mon esprit, des questions tourbillonnaient comme des lames tranchantes. Où étaient mes parents? Qu'était-il arrivé dans cette maison? Quand je me suis garé aux urgences, j'ai pratiquement crié aux infirmières « Aidez-moi, mon neveu, il ne va pas bien !» Une équipe de médecins et d'infirmières s'est précipitée, roulant un brancard jusqu'à la voiture. Ils ont doucement soulevé Lucas dessus, et je suis resté là, impuissant, alors qu'ils l'emportaient à l'intérieur. Une infirmière, ses yeux remplis de préoccupation mais professionnelle, m'a posé des questions sur l'état de Lucas. Mais je ne pouvais que secouer la tête, incapable de répondre clairement. Je ne sais pas. Je l'ai juste trouvé dans une armoire. Il n'a rien dit. S'il vous plaît, sauvez-le. Dans la salle des urgences, les médecins ont travaillé rapidement. Ils ont branché Lucas à une perfusion intraveineuse, vérifié son rythme cardiaque et mesuré sa tension artérielle pendant que je me tenais dans le couloir, regardant à travers la petite fenêtre de la porte. Lucas était allongé là, si petit et fragile, comme un oiseau aux ailes brisées. Un médecin est sorti, son visage grave. Le garçon est gravement déshydraté et malnutri, probablement suite à des jours sans nourriture ni eau, a-t-il dit. Il souffre également d'un traumatisme psychologique important. Nous le garderons ici en observation, mais pouvez-vous nous dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé? J'ai secoué la tête, submergé par l'impuissance. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Je suis juste rentré chez moi, et je l'ai trouvé comme ça. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là. Lucas avait survécu, mais qu'en était-il de mes parents? La maison ravagée, les signes de violence, le silence inquiétant. J'ai serré mes poings, la colère et la douleur surgissant comme un feu. Je devais retourner dans cette maison. Je me tenais dans le couloir de l'hôpital, regardant à travers la petite fenêtre de la porte des urgences où Lucas était allongé. Il semblait déchirant de petitesse, avec des tubes de perfusion fixés à son bras et son visage portant encore des traces de peur. Les médecins avaient dit qu'il irait bien, mais « bien », dans ce contexte, ressemblait à un mot vide. Je me suis détourné, incapable de supporter la vue une seconde de plus. Je devais agir. Je devais trouver mes parents. J'ai appelé un ami de l'hôtel, lui demandant de couvrir mon travail pendant quelques jours. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, ai-je dit, ma voix creuse. Il n'a pas posé de questions, m'a juste dit de prendre soin de moi et a promis de tout gérer. J'ai raccroché, ayant l'impression de couper un morceau de ma vie normale à Marseille pour entrer dans un cauchemar sans fin en vue. De retour dans la voiture, je me suis rendu à la maison de mes parents. La nuit de Valréas était froide, et la faible lumière de la lune projetait une lueur inquiétante sur les rues familières, les rendant étrangères. Quand je me suis garé devant la maison, un frisson m'a parcouru l'échine. Je suis entré, faisant attention à ne rien toucher. La maison était comme je l'avais laissée. Meubles renversés, vaisselle brisée, la fissure sur le mur comme un sinistre rappel de ce qui s'était passé. Je me suis tenu dans le salon, respirant l'air lourd, cherchant tout indice, tout signe, pour comprendre ce qui était arrivé à mes parents. J'ai parcouru chaque pièce, vérifiant chaque coin,
mais en évitant de toucher quoi que ce soit. Je savais que si quelque chose de grave s'était produit, la police aurait besoin de la scène intacte. Dans la cuisine, j'ai repéré un cadre photo familial sur le sol. J'ai baissé les yeux sur le verre fissuré, mon cœur se serrant à la vue des sourires de mes parents, du mien, et même de celui de Mathis quand nous étions enfants. La photo avait été prise un jour d'été, quand nous étions encore une famille, avant que tout ne s'effondre. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblantes alors que je composais le 17. Je dois signaler une disparition inquiétante, ai-je dit quand la voix du standardiste est venue. Mes parents ne sont pas à la maison. Et mon neveu, je l'ai trouvé dans un état critique. La maison a été saccagée. Venez vite, s'il vous plaît. Ma voix s'est étranglée, chaque mot semblant être arraché du plus profond de ma poitrine. Le standardiste a posé des questions basiques. Adresse, nom de mes parents, état de la scène, et j'ai répondu mécaniquement, mon esprit vide. Ils m'ont dit d'attendre, que la police serait là bientôt. Je me suis assis sur le vieux canapé, essayant de rester calme, mais mes mains ne cessaient de trembler. J'ai balayé la pièce du regard, désespéré de trouver un indice. La veste de mon père pendait au porte-manteau, mais ses poches étaient vides. Dans la cuisine, une tasse de café froid était posée sur la table, comme si papa l'avait laissée à mi-gorgée. Tout dans la maison semblait raconter une histoire, mais je ne pouvais pas déchiffrer ce qu'elle disait. 15 minutes plus tard, les lumières rouges et bleues d'une voiture de patrouille ont clignoté dehors, illuminant la rue tranquille. J'ai entendu la voiture s'arrêter, le bruit de pas pressés, puis la porte s'est ouverte brusquement. 3 agents sont entrés, suivis d'un homme en civil, probablement un enquêteur. « Vous êtes celui qui a appelé, Julien Moreau ?» L'homme a demandé, sa voix basse et stable. J'ai hoché la tête, me levant, essayant de garder ma voix de trembler. « Je suis le capitaine Renard. Dites-nous ce que vous savez. » Je les ai conduits à l'intérieur, leur montrant la scène, les chaises cassées, la vaisselle brisée, la fissure sur le mur. Je leur ai parlé de mon incapacité à joindre mes parents pendant une semaine, de l'appel de la voisine et de la découverte de Lucas dans l'armoire. Chaque mot ressemblait à un coup de poignard, mais je me suis forcé à continuer. Renard a pris des notes soigneusement, ses yeux perçants, mais sans jugement. « Nous allons examiner tout cela, » a-t-il dit. « Mais d'abord, nous devons sécuriser la scène. » Les agents ont commencé à délimiter la maison avec du ruban jaune, empêchant quiconque de s'approcher de trop près. Je me tenais sur le perron, regardant les voisins commencer à se rassembler, leurs yeux un mélange de curiosité et d'inquiétude. Des murmures flottaient dans la foule, et j'ai capté des fragments de leur conversation. J'ai entendu des disputes la semaine dernière, une femme âgée, Madame Dubois, a dit à un agent, des cris forts venant de l'intérieur de la maison. Je pensais que c'était Henri et Claire qui se disputaient avec quelqu'un. Un autre homme, Monsieur Lefebvre, a renchéri. J'ai vu Mathis par ici plusieurs fois. Il était avec des types à l'air louche. Une fois, je les ai vus debout devant l'épicerie, comme s'ils surveillaient quelque chose. Chaque mot me frappait comme un marteau dans la poitrine. J'étais à la fois furieux et désespéré. Mathis. Son nom revenait sans cesse comme un refrain dans une chanson tragique. Je voulais crier, exiger des réponses de chaque voisin sur ce qu'ils avaient vu ou entendu, mais je savais que je devais rester calme. La police avait besoin que je garde la tête froide, et Lucas avait besoin que je sois fort. Pourtant, au fond de moi, une peur grandissait comme une bête grondante. Si Mathis était impliqué, s'il avait fait quelque chose à mes parents, je ne savais pas comment j'affronterais cette vérité. Renard m'a appelé, posant plus de questions sur Mathis, où il allait habituellement, ses habitudes, tout ce qui pourrait aider. Je lui ai dit tout ce que je savais, bien que chaque mot ressemble à frotter du sel dans une blessure. Il est accro au jeu d'argent, ai-je dit. Il se présente pour demander de l'argent, ma mère. Elle lui a toujours pardonné, peu importe combien il lui faisait mal. Renard a hoché la tête, ses yeux fixés sur son carnet. « Nous allons commencer à examiner cette piste, » a-t-il dit. « Mais vous devriez vous préparer. Ce n'est peut-être pas un simple cas de disparition. » Ces mots m'ont fait frissonner. Je voulais croire que mes parents allaient bien, qu'ils étaient simplement partis quelque part, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais au fond de moi, je savais que la vérité attendait et qu'elle ne serait pas facile. Je me suis détourné, me dirigeant vers l'hôpital où se trouvait Lucas. Je devais être avec lui. Je me suis précipité à l'hôpital, me dirigeant directement au chevet de Lucas. Les médecins l'avaient traité avec des perfusions intraveineuses pendant des heures, et maintenant, il avait l'air légèrement mieux. Sa peau n'était plus mortellement pâle, comme quand je l'avais trouvé, mais ses yeux portaient toujours une ombre hantante que je ne pouvais pas oublier. Je me tenais près du lit, le regardant,
mon cœur se sentant comme s'il était écrasé. « C'est tonton Jules », ai-je murmuré doucement, touchant sa main. « Tu vas bien maintenant ?» Lucas a ouvert les yeux, ses grands yeux ronds, rouges, se verrouillant sur les miens. Puis, comme si un barrage de peur s'était brisé, il a éclaté en sanglots déchirants. Ses pleurs étaient bruts, désespérés, comme s'il les avait retenus trop longtemps. Il a tendu la main avec ses petites mains s'accrochant à moi, ses doigts agrippant ma chemise comme s'il avait peur que je disparaisse. « Tonton Jules, ne pars pas », a-t-il murmuré, sa voix tremblante et faible, si fragile que j'ai dû me battre pour ne pas m'effondrer avec lui. Je l'ai tiré dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre moi. « Je suis ici, Lucas. Je ne vais nulle part, ai-je dit, ma voix s'étranglant. Mais au fond de moi, je savais que je faisais une promesse dont je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. Une médecin est entrée pour examiner Lucas. « Il est plus stable maintenant », a-t-elle dit, son ton doux mais sérieux. « Mais il a subi un traumatisme psychologique grave. Nous avons besoin de temps pour l'évaluer davantage, et il est préférable de ne pas le brusquer pour le moment. » J'ai hoché la tête, mais mon esprit tourbillonnait de questions. Lucas savait quelque chose. Il avait été dans cette maison, avait vu quelque chose, et bien que je ne veuille pas le pousser, j'avais besoin de la vérité. Le capitaine Renard est arrivé à l'hôpital peu après, accompagné d'une femme policière dont les yeux étaient gentils mais prudents. Ils m'ont posé quelques brèves questions sur l'état de Lucas, puis ont demandé à lui parler. « Nous serons aussi doux que possible, » a dit Renard. « Je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais tout ce que le garçon peut nous dire pourrait aider à retrouver vos parents. » J'ai regardé Lucas, toujours accroché à moi, et j'ai eu l'impression de me tenir à un carrefour dangereux. Je ne voulais pas qu'il revive ce qui s'était passé. Mais je savais aussi que c'était le seul moyen de retrouver mes parents. « Lucas », ai-je dit, m'agenouillant près du lit, gardant ma voix aussi douce que possible. « Tu peux aider tonton Jules un peu ? Ces personnes sont des policiers, et ils veulent retrouver mamie et papy. Tu peux nous dire ce qui s'est passé ?» Lucas a secoué la tête frénétiquement, ses yeux écarquillés de peur. Il serrait son ours en peluche fermement, comme si c'était son dernier bouclier. « Non, je ne veux pas », a-t-il murmuré, sa voix tremblante. Je l'ai serré dans mes bras, le laissant reposer sa tête sur mon épaule. « Je suis ici, Lucas. Tu n'as pas à avoir peur. Dis-nous juste ce dont tu te souviens, d'accord ? Je ne laisserai personne te faire du mal. » Je pouvais sentir sa respiration rapide. Et à ce moment-là, je ne voulais rien de plus que de l'emmener loin de toute cette douleur. Mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de la vérité, peu importe à quel point elle serait brutale. Après quelques minutes de mes assurances, Lucas a commencé à parler, sa voix hésitante et ponctuée de sanglots. « Papa. Papa est venu à la maison, » a-t-il murmuré, et mon cœur a semblé s'arrêter. Papa est venu avec d'autres personnes. Il criait. Mamie et papy criaient aussi. Lucas a fait une pause, ses yeux écarquillés, comme s'il revivait le moment. J'ai tenu sa main, essayant de garder ma voix stable. « Continue, bonhomme. Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Lucas a tremblé, des larmes coulant sur ses joues. « Papa, il était vraiment en colère. Il criait, disait à mamie et papy de lui donner de l'argent, mais ils ne voulaient pas. Puis il y a eu un grand crash. Des choses se sont cassées. Il s'est arrêté, serrant l'ours en peluche, son corps tremblant violemment. J'avais peur. J'ai couru vers l'armoire, je me suis caché. Sa voix s'est estompée, comme s'il sombrait dans un souvenir trop lourd à porter. J'ai entendu mamie et papy crier. Puis tout est devenu silencieux. J'ai senti le sang dans mes veines se transformer en glace. J'ai tenu Lucas serré, luttant contre les larmes, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Mathis, il était là. Il s'est battu avec nos parents, et les sons que Lucas a entendus, je n'osais pas penser plus loin. Renard et la femme policière ont pris des notes rapidement, leurs expressions se durcissant. « Te souviens-tu de quoi que ce soit sur les personnes avec ton papa ?» a demandé l'agent, sa voix douce mais prudente. Lucas a secoué la tête, des larmes jaillissant à nouveau. « Je ne sais pas. Ils étaient beaux grands. Ils faisaient peur, couverts de tatouages. » Il a éclaté en sanglots déchirants, s'accrochant à moi, et je savais qu'il ne pouvait plus en dire davantage. J'ai fait signe à Renard, et il a hoché la tête, se levant. « Merci, Lucas, » a-t-il dit. « Tu es un garçon courageux. Nous avons assez pour commencer l'enquête. Et Mathis sera notre suspect principal. » La médecin est intervenue doucement, demandant à tout le monde de partir pour que Lucas puisse se reposer. « Le garçon a besoin de temps, » a-t-elle dit. « Il a traversé trop de choses. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je voulais crier. « Mathis, mon frère, qu'avait-il fait ?
Dans quoi avait-il entraîné nos parents? Et Lucas, un enfant innocent, avait tout vu. Je me suis assis près du lit de Lucas, tenant sa main jusqu'à ce qu'il s'endorme, sa respiration enfin stable. Mais je ne pouvais pas me reposer. Les mots de Lucas étaient comme une pièce de puzzle tranchante, confirmant mes pires craintes. Mathis n'avait pas seulement causé des ennuis, il avait peut-être fait quelque chose d'impardonnable. Le capitaine Renard m'a appelé le lendemain matin, sa voix basse et résolue. Nous avons désigné Mathis comme suspect principal sur la base de la déclaration de Lucas, a-t-il dit. Nous lançons une chasse à l'homme et vérifions tous les endroits où il pourrait se montrer. Avez-vous plus d'informations sur les habitudes de votre frère? J'ai raconté ce que je savais. Les casinos que Mathis fréquentait, les bars miteux où il buvait. Chaque mot ressemblait à un coup de poignard. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. La police a agi rapidement. Ils se sont rendus à la chambre de motel miteux que Mathis louait à la périphérie de Valréas. Mais quand Renard a appelé avec une mise à jour, sa voix était lourde de frustration. La chambre était vide, a-t-il dit. Des ordures éparpillées partout, des vêtements dispersés, comme s'il était parti précipitamment. Nous collectons des empreintes digitales et tous les indices que nous pouvons trouver. J'ai imaginé la chambre. Un désordre chaotique empestant l'alcool et les cigarettes. Un reflet de la personne qu'était devenue Mathis. Il s'était enfui. Il savait ce qu'il avait fait, et il essayait de s'échapper. Pendant ce temps, je restais assis au chevet de Lucas, le regardant dormir, son visage encore marqué par la peur. Le médecin avait dit qu'il avait besoin de temps pour récupérer, mais chaque fois qu'il sursautait dans son sommeil, marmonnant des mots incohérents, c'était comme si quelqu'un serrait mon cœur. Je lui caressais les cheveux, murmurant « Je suis là, Lucas. Tout va bien se passer. » Mais je n'étais pas sûr si je le réconfortais ou si c'était pour moi. La vérité était que je ne savais pas si les choses iraient jamais bien à nouveau. La police a continué à suivre la piste de Mathis. Ils ont visité les casinos et les bars de Valréas où il était un habitué. Un barman, au clou rouillé, a dit à Renard que Mathis s'était présenté il y a quelques jours, affolé, descendant des verres et marmonnant qu'il avait besoin d'argent rapidement. Il avait l'air d'être traqué, a dit le barman, les yeux injectés de sang, regardant constamment par-dessus son épaule comme s'il avait peur que quelqu'un le suive. Puis il est parti sans payer ses consommations. Ces détails m'ont fait frissonner. Mathis ne faisait pas que fuir. Il était terrifié. Un indice clé est venu d'un créancier nommé Samir, un homme que la police a retrouvé dans un petit casino en dehors de la ville. Samir, avec une voix rocailleuse et des yeux froids, a dit que Mathis lui devait des dizaines de milliers d'euros suite à des séries de pertes aux tables. « Il m'a supplié pour plus de temps », a dit Samir à Renard, comme raconté plus tard. Il a dit qu'il allait toucher une grosse somme d'argent pour tout rembourser. Il a mentionné quelque chose sur sa famille, qui allait s'en occuper, mais je n'y ai pas cru. Il ressemblait à un chien errant désespéré. Les mots de Samir m'ont frappé comme un marteau. La famille qui allait s'en occuper. Qu'est-ce que Mathis voulait dire? Prévoyait-il d'obtenir de l'argent de nos parents, de l'épicerie ou de quelque chose de pire? La police a lancé une chasse à l'homme à l'échelle de la ville pour Mathis, l'étendant aux zones environnantes. Ils ont envoyé des alertes aux postes de contrôle, aux casinos et aux motels bon marché où il pourrait se cacher. Les nouvelles de l'affaire ont commencé à se répandre comme un petit incendie dans la ville habituellement tranquille. Les voisins se sont rassemblés devant la maison de mes parents, chuchotant entre eux, leurs yeux un mélange de pitié et de curiosité. Madame Dubois, la voisine âgée, m'a rendu visite ainsi qu'à Lucas à l'hôpital, apportant une boîte de biscuits fait maison. « Je ne peux pas y croire, Julien », a-t-elle dit, sa voix tremblante. Henri et Claire étaient de bonnes personnes, et Mathis. Je l'ai vu avec des personnages louches. J'étais inquiète, mais je n'ai jamais pensé que ça en arriverait là. Ces mots n'ont fait qu'alimenter le feu dans ma poitrine. Je voulais crier que je ne voulais pas y croire non plus, que je ne voulais pas penser que mon frère pouvait faire quelque chose d'horrible à nos propres parents. Mais les pièces se mettaient en place. Le récit de Lucas, la maison ravagée, les histoires des voisins, et maintenant les mots de Samir. Ils pointaient tous vers Mathis, comme des flèches visant droit mon cœur. Je restais assis près de Lucas, tenant sa main, sentant ses petits doigts froids dans ma paume. Il dormait encore, mais son sommeil était agité. Parfois, il marmonnait des mots comme « Papa, non » ou « J'ai peur ». Chaque murmure me coupait comme une lame. Je pensais aux années où Mathis avait été choyé, défendu par maman, pardonné par papa. Je pensais aux fois où j'avais essayé de le sortir de son pétrin pour qu'il se contente de sourire ironiquement et dise « Occupe-toi de tes affaires, Jules. Je sais comment vivre ma vie. »
Maintenant, sa façon de vivre avait mené à cela. Une maison détruite, un enfant traumatisé, et nos parents, disparus. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital le clair de lune illuminant les toits de Valréas. Quelque part là-bas, Mathis se cachait, portant des secrets que je désirais et redoutais à la fois de découvrir. J'espérais que la police le trouverait, le sortirait des ombres pour qu'il affronte ce qu'il avait fait. Mais en même temps, je redoutais ce moment. Quand je ferais face à Mathis, que verrais-je? Un criminel, un frère, ou un monstre qui avait détruit notre famille? Renard a rappelé tard dans la nuit, sa voix ferme mais stable. « Nous resserrons l'étau », a-t-il dit. « Nous avons de nouvelles pistes de la périphérie. Nous le trouverons bientôt. » J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir. « Merci », ai-je dit, ma voix creuse. Je n'étais pas sûr d'être vraiment prêt à affronter Mathis ou non. Le lendemain matin, Renard m'a rappelé à la maison pour examiner certaines découvertes de l'équipe d'enquête. « Nous avons besoin que vous confirmiez quelques détails, » a-t-il dit au téléphone, sa voix portant un ton étrange, comme s'il se préparait à quelque chose de grave. Je n'ai pas posé de questions, je me suis juste rendu là-bas, mon cœur battant dans ma poitrine. Quand je suis entré, Renard était dans le salon, accompagné d'un autre agent prenant des photos de la scène. La maison restait comme je l'avais laissée, ravagée, froide, comme une blessure qui refusait de guérir. « Nous avons effectué une fouille plus approfondie, » a dit Renard, me conduisant au coin où papa avait l'habitude de travailler. Son bureau, une vieille pièce en bois griffée par le temps, se tenait là silencieusement, comme s'il gardait un secret. « Nous avons trouvé ceci dans le tiroir, » a dit Renard, me tendant une enveloppe jaune délavée, ses bords usés. J'ai pris l'enveloppe, mes mains tremblant. Mon nom était griffonné dessus de l'écriture de papa, une écriture que je reconnaîtrais n'importe où. Julien, était-il écrit? Et juste en le voyant, un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai ouvert l'enveloppe, en sortant une feuille de papier pliée, l'écriture tremblante, comme si elle avait été écrite dans la panique ou la peur. J'ai pris une grande respiration, essayant de me préparer, mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'étais sur le point de lire. Julien, notre fils, commençait la lettre. « Si tu lis ceci, les choses ont probablement été trop loin. Nous sommes désolés pour tout. Nous avions tort. Tellement tort de laisser Mathis devenir ce qu'il est. Nous l'avons aimé, mais nous l'avons trop gâté, le laissant devenir un homme égoïste et brisé. Nous avons essayé de réparer les choses, mais il est peut-être trop tard. » Je me suis arrêté, sentant que je ne pouvais pas respirer. Les mots coupaient comme un couteau tranchant et implacable. Je savais que mes parents avaient toujours défendu Mathis, pardonné ses erreurs, mais les entendre l'admettre de leur propre écriture me remplissait à la fois de douleur et de colère. Je me suis forcé à continuer, chaque ligne coupant plus profondément. Mathis a changé, Julien. Il n'est plus le garçon que nous connaissions. Dernièrement, il est venu souvent à la maison, exigeant de l'argent, nous menaçant. Il a parlé de vendre l'épicerie, disant que c'était le seul moyen de régler ses dettes. Nous avons refusé, mais il n'a pas arrêté. Il a amené des inconnus, des hommes aux yeux froids. Nous vivons dans la peur, Julien. Nous avons peur du jour où les choses iront trop loin. Des larmes ont jailli, brouillant les mots. Je pensais être préparé, mais non. Il n'y avait aucun moyen de se préparer à cela. Mes parents avaient vécu dans la peur, menacés par leur propre fils, et ils avaient choisi de me cacher cela. Une vague de colère a déferlé. Colère contre Mathis, contre moi-même, et même contre mes parents pour avoir laissé les choses en arriver là. La lettre continuait, l'écriture de papa devenant plus lourde, comme s'il savait que le temps manquait. Nous ne voulions pas t'entraîner dans tout ça, Julien. Tu as tellement fait pour cette famille, porté tant de choses. Nous ne voulions pas que tu affrontes Mathis. Nous ne voulions pas que tu sois pris dans tout ça. Mais, si tu lis ceci, nous sommes probablement partis. Prends soin de Lucas. Il est innocent. Et pardonne-nous si tu le peux. » J'ai plié la lettre, incapable de lire davantage. Les larmes coulaient chaudes sur mes joues, mais je ne les ai pas essuyées. Les mots ressemblaient à un testament final, comme si mes parents savaient qu'une fin tragique arrivait. Ils avaient été poussés au bord du gouffre par leur propre fils, et ils avaient choisi de me protéger, quel qu'en soit le prix. J'ai serré la lettre, la sentant brûler dans ma main. Renard se tenait à côté de moi, ses yeux s'adoucissant, mais il n'a rien dit, comme s'il savait que j'avais besoin de temps pour traiter ce que j'avais lu. « Mathis », ai-je murmuré, ma voix se brisant. Son nom ressemblait maintenant à une malédiction, une tache indélébile. Il avait poussé nos parents au bord du précipice, et je ne pouvais plus rester sur la touche.
J'ai tendu la lettre à Renard, ma voix tremblante. « Gardez-la, c'est une preuve. » Il a hoché la tête soigneusement, la plaçant dans un sac en plastique transparent, mais ses yeux me disaient qu'il comprenait. Ce n'était pas juste une preuve, mais un morceau de la tragédie de ma famille. Je suis retourné à l'hôpital, juste après, incapable de supporter une seconde de plus dans cette maison. Lucas dormait encore, son visage moins pâle maintenant. Les mots de la lettre résonnaient dans mon esprit, chacun d'eux un rappel des erreurs de mes parents et des miennes. Je les avais laissés seuls trop longtemps, pensant que la distance me protégerait du chaos de Mathis. Mais maintenant, je ne pouvais plus fuir. Mathis avait détruit notre famille, et je devais l'affronter, peu importe à quel point la vérité serait brutale. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Renard. Sa voix était brève, mais je pouvais entendre la tension dedans. « Nous avons trouvé Mathis ?» a-t-il dit. « Il est dans un motel miteux à la périphérie. Nous l'avons placé en garde à vue. Voulez-vous venir au commissariat ?» Mon cœur battait la chamade, un mélange de soulagement et de peur me submergeant. Il l'avait trouvé. J'ai laissé Lucas à l'hôpital sous la garde de l'infirmière, promettant de revenir bientôt. Il a serré ma main, ses yeux encore remplis de panique, mais j'ai forcé un sourire, bien qu'il se sente sec et tendu. « Je reviens bientôt, Lucas » ai-je dit, ébouriffant ses cheveux. Mais alors que je sortais de la chambre, j'avais l'impression de marcher dans une tempête. Le commissariat de Valréas se trouvait au cœur du village, un bâtiment gris avec de longs couloirs et l'odeur rance de vieux café. Renard m'a accueilli à l'entrée, son expression sévère mais teintée d'épuisement. « Il est dans la salle d'interrogatoire », a-t-il dit, me conduisant à travers un couloir étroit. « Il est secoué, mais nie toujours tout. Nous avons besoin de vous ici pour confirmer certains détails. » J'ai hoché la tête, bien qu'à l'intérieur je voulais me retourner et fuir ce moment. Mais je ne pouvais pas. Pas maintenant. La salle d'interrogatoire était petite, avec une table en métal et des chaises rigides. Mathis était assis là, face à Renard et un autre agent. Je me tenais derrière la vitre sans teint, le regardant à travers la vitre froide. Il avait l'air hagard, une ombre de lui-même. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise froissée et ses yeux injectés de sang suggérant des jours sans sommeil. Dans sa main se trouvait un petit sac contenant de l'argent liquide et de fausses pièces d'identité, des signes clairs qu'il avait prévu de fuir. Mais ce qui m'a glacé, c'était ses yeux, paniqués mais toujours provocateurs, comme s'il pensait qu'il pouvait encore s'échapper. Renard a commencé l'interrogatoire, sa voix calme mais tranchante. « Mathis, nous savons que vous étiez chez vos parents la semaine dernière. Nous avons des déclarations de votre fils, des voisins et d'un créancier. Qu'avez-vous fait ?» Mathis a gardé la tête baissée, ses mains serrées fermement, mais sa bouche est restée têtue. « Je suis juste venu demander de l'argent, » a-t-il dit, sa voix. « On s'est disputé, bien sûr, mais ensuite, je suis parti. Je n'ai rien fait. » J'ai serré mes poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'à ce qu'ils piquent. Il mentait. Je le savais. Renard le savait. Et la pièce elle-même semblait le savoir. Renard n'a pas bronché. Il a placé une pile de documents sur la table, y compris la lettre de mes parents et des photos de la maison ravagée. « Vous en êtes sûr, Mathis ?» a-t-il demandé, sa voix froide comme l'acier. « Lucas a dit que vous étiez venu avec des hommes. Vous vous êtes battu avec vos parents et il a entendu des choses se casser, des crashs bruyants. Comment expliquez-vous cela ?» Mathis s'est agité sur sa chaise, ses yeux se détournant. « Le gamin invente !» a-t-il marmonné, mais sa voix tremblait comme s'il savait qu'il perdait du terrain. Renard a continué, son ton devenant plus tranchant. « Nous avons également une déclaration de Samir, votre créancier. Il a dit que vous avez promis beaucoup d'argent pour rembourser vos dettes. D'où venait cet argent, Mathis ? De l'épicerie de vos parents ? De leur maison ?» Je me tenais derrière la vitre, sentant le sol s'effondrer sous mes pieds. Chacun des mots de Renard était une pièce de puzzle formant une image horrifiante. Mathis a baissé la tête, silencieux, mais je pouvais voir ses épaules trembler. Il était en train de craquer, et je voulais à la fois lui crier dessus et fuir ce que j'étais sur le point d'entendre. Soudain, le téléphone de Renard a vibré. Il a répondu, son attitude calme s'assombrissant instantanément. La salle est devenue silencieuse alors qu'il hochait la tête quelquefois, puis a raccroché. Renard s'est levé, sa voix tombant, chaque mot lourd comme un coup de marteau. « Mathis, je viens de recevoir un appel. L'équipe de la scène de crime a trouvé les corps de Henri et Claire Moreau dans un terrain vague, non loin de leur maison. Les deux ont été brutalement agressés. Les preuves sur la scène correspondent à ce que nous avons trouvé dans la maison et à la déclaration de Lucas.
Avez-vous quelque chose d'autre à nier? J'ai senti le monde s'arrêter. Les corps. Mes parents. J'ai agrippé le bord de la chaise, ma tête tournant. Leur lettre avec ces mots tremblants devenait maintenant une vérité insupportable. Je voulais crier, briser la vitre et attraper Mathis, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis juste resté là, figé, des larmes coulant sur mon visage sans que je m'en rende compte. Mathis a levé les yeux, son visage pâle comme la mort. « Non, ce n'était pas moi », a-t-il bégayé, mais sa voix affaiblit comme s'il ne croyait pas à son propre mensonge. Renard ne lui a pas donné une chance. Il a fait glisser des photos de la scène de crime sur la table sur son téléphone. Des images que je savais que je ne pouvais pas supporter de voir, mais je savais qu'elles étaient réelles. « Autre chose à dire, Mathis ?» a demandé Renard, sa voix maintenant comme le tranchant d'un rasoir. Mathis s'est effondré, ses sanglots résonnant dans la petite pièce. Il a enfoui son visage dans ses mains, les épaules tremblantes. Et puis, comme si sa dernière force s'était épuisée, il a avoué. « Je ne voulais pas, » a-t-il dit, sa voix se brisant. « Je voulais juste de l'argent. J'en avais besoin pour payer mes dettes. » Mais il ne voulait plus pas me le donner. Il criait, m'ont traité de honte. J'ai perdu le contrôle. Je les ai frappés. Je ne savais pas ce que je faisais jusqu'à ce qu'il soit allongé là, ne bougeant plus. J'ai senti mon cœur se déchirer. Mathis, mon frère, autrefois le petit prince de maman, avait battu nos parents à mort. Il a continué, sa voix tremblante, comme s'il essayait de justifier son crime. J'ai paniqué, j'ai appelé des types du casino, nous les avons enterrés dans le terrain vague. Je pensais que si personne ne savait, je pourrais vendre l'épicerie, la maison, payer mes dettes et repartir à zéro. La salle était stupéfaite. Renard a gardé son visage stoïque, mais j'ai vu sa main se resserrer autour de son stylo. L'agent à côté de lui a secoué la tête comme incapable d'y croire. Et moi? Je me suis juste tenu là, fixant Mathis à travers la vitre. Il n'était plus mon frère. Il était le monstre qui avait tué nos parents, laissé Lucas dans la terreur et détruit tout ce que notre famille avait. Je me suis détourné, incapable de regarder plus longtemps. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je ne les ai pas essuyées. La rage et le chagrin brûlaient ensemble en moi, un feu inextinguible. Je voulais crier à Mathis, lui demander pourquoi il pouvait faire ça à notre propre famille. Mais je savais qu'aucune réponse ne soulagerait cette douleur. Renard est sorti, posant une main sur mon épaule. « Je suis vraiment désolé, Julien », a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant. « Nous le traduirons en justice, et vous devriez vous préparer à identifier les corps de vos parents à la morgue. » J'ai hoché la tête faiblement, mon cœur vide. Je ne savais pas comment affronter cette perte. Mes parents étaient en partie, et Mathis, le frère que j'avais connu autrefois, me les avait pris. Le procès de Mathis a eu lieu quelques semaines plus tard. Je n'y ai pas assisté. Je ne pouvais pas affronter son visage, ne pouvais pas entendre à nouveau son horrible confession. Renard m'a tenu au courant par téléphone, sa voix stable, mais empreinte d'empathie. Mathis a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il passerait le reste de ses jours derrière les barreaux, payant pour le crime qu'il avait commis. Mais cette condamnation n'a pas ramené mes parents, n'a pas effacé les souvenirs douloureux que Lucas portait et n'a pas réparé les fissures dans mon cœur. J'ai organisé les funérailles de mes parents un après-midi tranquille à Valréas. La petite église que notre famille fréquentait le week-end était remplie de gens, voisins, amis et clients réguliers de l'épicerie. Ils sont venus présenter leur respect, apportant des chrysanthèmes blancs et des condoléances sincères. Madame Dubois, la voisine âgée, a tenu ma main, des larmes coulant sur ses joues. Henri et Claire étaient de bonnes personnes. « Julien », a-t-elle dit, « ils ne méritaient pas ça. » Je ne pouvais que hocher la tête, incapable de parler, de peur que si j'ouvrais la bouche, je m'effondre. Les funérailles étaient solennelles, avec seulement le bruit du vent bruissant à travers les chênes du cimetière et le murmure des prières. Je me tenais devant leur tombe, sentant le monde s'être effondré. Mais je me suis forcé à être fort pour Lucas. Après les funérailles, j'ai pris Lucas pour vivre avec moi. Devant les tombes de mes parents, je me suis agenouillé, plaçant ma main sur les pierres tombales froides, et j'ai murmuré « J'ai promis de prendre soin de Lucas, comme mon propre fils. Je ne le laisserai plus souffrir. » Le vent a soufflé, portant un étrange sentiment comme si mes parents écoutaient, souriant de quelque part très loin. J'ai pris la main de Lucas, le conduisant loin du cimetière, et à ce moment-là, j'ai su que c'était une promesse que je tiendrais à tout prix.
Les premiers jours à Marseille n'ont pas été faciles. Lucas était encore hanté par ce qui s'était passé. Il se réveillait en pleurant chaque nuit, appelant ses grands-parents. Je le tenais serré, chantant les berceuses que maman chantait, bien que ma voix se brise avec des larmes. « Je suis là, Lucas », murmurai-je. « Je ne te laisserai pas seul. » J'ai passé chaque moment libre avec lui, jouant, racontant des histoires, essayant de ramener un peu de lumière dans ses yeux, encore assombris par les ténèbres. Lentement, avec patience et amour, Lucas a recommencé à sourire. Ses sourires étaient faibles, mais pour moi, ils étaient comme la lumière du soleil perçant à travers une tempête. J'ai décidé de vendre l'épicerie et la maison à Valréas. Ces endroits contenaient trop de souvenirs douloureux. Je ne pouvais pas les garder, ne pouvais pas laisser ces souvenirs continuer à nous piéger. L'argent de la vente n'était pas énorme, mais c'était suffisant pour commencer une nouvelle vie pour Lucas et moi. Nous avons déménagé dans un plus grand appartement à Marseille, avec une chambre juste pour lui, où j'ai accroché ses dessins et placé son ours en peluche usé sur le lit. Dans les mois qui ont suivi, alors que Lucas et moi nous installions dans notre nouveau rythme, j'ai commencé à réfléchir sur ma famille. Mes parents avaient fait des erreurs, gâtant Mathis trop, le laissant devenir égoïste et brisé. Leur favoritisme avait laissé des blessures profondes, pas seulement pour moi, mais pour eux, et Lucas aussi. Mais j'ai également réalisé que malgré les défauts et les fractures de notre famille, l'amour et la responsabilité étaient les fondations qui nous tenaient ensemble. J'ai appris une leçon douloureuse. L'indulgence aveugle et la négligence peuvent pousser un enfant sur un chemin destructeur, même vers la tragédie. Mais je croyais aussi qu'avec l'amour et la responsabilité, je pouvais sauver une vie, la vie de Lucas. Un soir, alors que les néons de Marseille illuminaient le ciel, j'ai tenu la main de Lucas, le promenant dans une rue animée. Il a pointé les lumières, riant d'une fontaine qui changeait de couleur. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un calme dans mon cœur. Plus de cauchemars, plus d'échos des cris de Mathis, plus de souvenirs douloureux de Valréas. Juste moi et Lucas, tonton et neveu, marchant ensemble sous la lumière brillante et pleine d'espoir de cette ville. Je savais que la route devant nous ne serait pas facile. Lucas aurait encore des nuits où il se réveillerait en pleurant. Et je porterais les cicatrices de ce que Mathis avait fait. Mais j'étais déterminé à construire une nouvelle famille. Une sans violence, favoritisme ou trahison. Une famille construite sur l'amour. Où Lucas pourrait grandir sans peur. Où je pourrais tenir ma promesse à mes parents et à moi-même. Alors que nous nous sommes arrêtés près d'une fontaine, Lucas a levé les yeux vers moi, ses yeux scintillants. « Tonton Jules, je peux rester avec toi pour toujours ?» a-t-il demandé, sa voix petite mais pleine d'espoir. Je me suis agenouillé, les serré dans mes bras et ai souri, bien que des larmes aient jailli dans mes yeux. « Pour toujours, Lucas, » ai-je dit. « Toi et moi, nous sommes une famille. » Notre histoire s'éclose sous les lumières radieuses de Marseille, mais dans mon cœur, il n'y avait que le calme et la détermination. Je ne laisserai pas la tragédie de notre famille se répéter. Je donnerai à Lucas la vie qu'il méritait, et j'honorerai le sens de la famille. Non pas par une indulgence aveugle, mais par l'amour et la responsabilité. C'était l'héritage que je voulais laisser, non seulement pour Lucas, mais pour mes parents qui nous ont aimés, même imparfaitement.